par rapport à cette association, enfin ce travail d'écriture ensemble, à deux, puis c'est pas la première fois que vous collaborez ensemble, j'aurais voulu savoir comment vous avez travaillé ensemble, comment vous avez travaillé en fait. Est-ce que c'était un ping-pong? Est-ce que c'était un vrai travail d'écriture à deux? Non. En fait, c'est Axel Repère qui écrit tous mes films jusqu'alors, y compris mes courts-métrages, et c'est elle qui a écrit La France. Moi, dans La France, ce que j'ai pu écrire va faire, d'un point de vue statistique quantitatif, 3% de ce qu'on y voit, donc rien. Par contre, évidemment, elle l'a pas écrite toute seule, comme un truc qu'ensuite on m'aura envoyé par la poste, et je me suis dit, tiens, ça tombe bien, ça correspond à des choses que je voulais tourner. Évidemment, le point de départ même de son travail d'écriture, c'est toujours pas prétentieux, je travaille d'écriture, en tout cas, le point de départ de son écriture a été lancé par des discussions communes. Et malheureusement, comme souvent dans le cinéma français, d'auteurs met un certain temps à faire les films. Donc moi, j'ai des idées assez floues sur exactement comment a pu naître la genèse, vraiment au sens initial. Mais ce que je dis, c'est un discours un peu a posteriori, qui est sans doute légèrement trop peur. Mais je crois qu'est venue de moi l'idée de faire un film qui, d'une manière ou d'une autre, a un rapport un petit peu avec le cinéma de guerre. Et puis est venue d'Axel l'idée de le croiser avec une intrigue, disons, romanesque, amoureuse, qui lancerait le film et le conclurait. Et puis ensuite, c'est venu dans au cours de discussion, quoi. C'est vrai que j'avais été marqué quand j'avais vu Un brave garçon de Boris Bernett, programmé par Horizon Shields, dans sa rétrospective de cinéma russe, après il est dit qu'il avait fait à Beaubourg. J'avais été très marqué par Objectif Burma de Walsh, un certain nombre de films comme ça. Évidemment, mon film en est très loin au final, parce que le but n'était pas du tout de faire une revisitation néo-hollywoodienne de tel ou tel classique, ou bien un truc néo-russe. Mais bon, je pense que ça a dû jouer un peu dans la jeunesse. Et encore une fois, là, c'est une sorte de discours clé en main que je fais, mais en étant plus très sûr. Axel me dit qu'en fait, elle est allée voir un film de John Woo, que je suis allé voir aussi, que j'avais pas tellement aimé, ou Nicolas Cage, Wind Talkers, je crois, ou Nicolas Cage, c'est un film de guerre, où Nicolas Cage est avec un Indien qui lui sert à la fois d'interprète et je crois à un moment qu'il se fait tuer pour lui. Et elle avait pas aimé le film ni moi, mais elle pensait qu'il y avait un truc de scénario qui était assez beau sur le point de départ. Et puis toujours pareil, sur l'idée de faire un film sur le troupe d'hommes. Mais l'idée de la guerre en tant que telle, c'est qui n'est pas véritablement un genre. Enfin, qu'est-ce qui vous appelait ça? Moi, je trouve que c'est un genre, le film de guerre. Et je trouve que c'est même le seul genre hollywoodien qui n'est pas aujourd'hui obsolète. Moi, faire un western en France, je pourrais que ce soit un jazz maniériste. Faire une comédie musicale au sens classique hollywoodien, je trouve que ce serait maniériste. Faire, je sais pas, un film noir, je trouve que ce serait maniériste au sens hollywoodien. Dans le film de guerre, je trouve que ça c'est pas un pur fantasme cinéphilique. D'abord parce que d'un point de vue industriel, il y en a pas mal qui se font en France, et surtout Jagal 14 d'ailleurs, et surtout des gros films, Les Joyeux Noël, Un long dimanche de fiançailles, Les âmes mortes, Les Francs d'Antonin, ça. Ensuite, plus généralement, je pense, parce qu'il y a la menace de la guerre n'a jamais cessé d'être présente, justement, c'est ça qui est beau, c'est que c'est sous la forme d'une menace, justement. C'est des choses qui ont une manière d'exister un peu particulière, parce que c'est ce qu'on appelle une menace, quoi. C'est pas là, mais ça reste là sur un mode d'attente, quoi. Un peu comme c'est le cas dans le film, en fait, où c'est longtemps plus une menace qu'une réalité. Et puis enfin, moi je pense, pour dire des choses plus personnelles, que je pense par exemple que Melville aurait fait des films peut-être meilleurs à mon goût s'il avait été plus inspiré par le film de guerre que le film noir, parce que le film noir, ou les autres genres hollywoodiens qui ne sont pas le film de guerre, imposent un certain nombre de codes extrêmement précis, qui donnent souvent, je trouve, un côté presque pré-mythologique aux tentatives de les revisiter. Parce que dans le film noir, si vous voulez, c'est banal, il faut avoir la vampe, à la fois séductrice et perverse, il faut avoir l'asphalte mouillé, le privé un peu fatigué, amer, qui va quand même tenter un dernier coup, la voix off, l'enchaînement des choses qui tournent mal et qui finalement le laisse pantelant au début. Enfin bon, c'est quand on réfléchit au film de guerre et qu'on se dit quelles sont les conventions du film de guerre. Donc voilà, à part le fait qu'à un moment ça touche à la guerre, c'est beaucoup plus libre. Et parmi les conventions du film de guerre, celles que je pourrais citer, je trouve qu'elles sont très opérantes et pas du tout mythologiques. C'est par exemple le fait que les soldats, comme on le sait dans les temps de guerre, ils ont beaucoup de temps d'attente, il y a plus de temps où on attend que de temps où on se bat, et donc ensuite il y a toujours la question de qu'est-ce qu'ils font quand ils se battent pas, et une des conventions du genre c'est qu'ils chantent, c'est souvent dans les films de Ford, dans les films russes, etc., les films de tourneurs. Moi j'ai toujours adoré ça, les scènes de chant dans les films de guerre classique. Donc je tiens à dire ça pour le fait que pour moi le fait qu'il y ait des chansons dans mon film est plus une convention qu'une sorte d'outrecuidance moderniste ou d'une sorte de geste fou comme ça, de tentative d'hybridation théorique, etc., ou d'anachronisme musical historique, voilà. Et ensuite c'est toujours difficile. Pourquoi? Moi c'est vrai que j'adorerais j'aimerais encore faire des films de guerre. Même j'aurais aimé faire un film de guerre. Disons quand Axel m'a fait lire les premières versions scénario, je disais là il n'y a pas beaucoup de scènes d'action, etc. Donc c'est le cas au final dans le film, et je pense que c'est ce qui donne aussi au film une sorte de netteté, de franchise, etc. Qui aurait été vraiment difficile de saupoudrer un peu plus d'action par-ci par-là. Que c'est bien qu'il y ait la grange comme elle est, la mort du cadet comme elle est. Mais voilà, au début j'étais tiens, et j'avais je pense pas que c'est un fantasme, mais le désir qu'il y ait plus de scènes d'action. C'est vrai que j'avais jamais tourné de scènes d'action avant. Et je trouve d'un point de vue cinématographique, alors que moi je serais pas du tout fasciné par filmer par exemple deux mecs qui se battent dans la rue, c'est pas quelque chose qui m'exciterait, ni dans les films noirs,
le côté filature, puis on tire, etc. Alors je trouve dans la guerre, c'est pareil, c'est beaucoup plus riche, plus libre, les possibilités qu'on a, surtout quand on fait comme moi des films de guerre qui se passent pas sur les champs de bataille, mais qui se passent à l'arrière, dans les chemins de traverse, disons, qui se passent dans des déplacements plein paysage. Parce qu'évidemment, c'est plus un contexte de film d'aventure. En gros, on a des gens qui marchent dans la nature, et puis si l'ennemi arrive, il peut arriver de manière que fortuite, rapide, insoupçonnée, improvisée. Voilà, c'est comme dans Objectif Burma ou ce genre de film de Fuller, etc. À partir du moment où on fait des films où on tue des unités qui se déplacent dans la nature, ça ressemble plus à des films d'aventure, des westerns, qu'à des films de guerre, au sens qui est pesant des films de guerre. On aide un Moutalo dans sa bonne vieille tranchée. Le matin, on y va pour combattre, et le soir, on espère y rentrer si on n'est pas mort entre-temps. Où il y a une espèce de grande monotonie, je trouve, de la reconstitution. C'est que là, il y a quelque chose à la fois d'ouvert, de changeant, puisque les paysages changent au fur et à mesure qu'on s'y déplace, ou qu'on les traverse. Et moi, je trouve qu'il y a un rapport à la nature dans ce genre de film de guerre, qui est justement le film de guerre pas sédentaire, le film de guerre nomade ou le film de guerre itinérant, qui est une tradition, je répète, du cinéma hollywoodien, parce que j'ai cité Objectif Burma de Walsh, mais tous les films de Fuller, de guerre, c'est comme ça, Meryl Marauder, Fixed Bayonet, Steel Helmet, J'ai fait le Big Red One, enfin bon, je pourrais en citer plein. Et cette tradition donc, du film de guerre itinérant, une tradition donc, américaine, je trouve qu'elle permet d'avoir un rapport au paysage qui est vraiment plus fort que, disons, Les Sentiers de la Gloire, ou le film, ou le jour le plus long. C'est ça, en fait, la guerre est un point vers lequel vont la troupe, en fait. Tout à fait. Hein, comme tu disais, c'est pas un décor. Enfin, d'ailleurs, il y avait un rapport avec le décor. Tout à fait. Parce que moi, quand on fait des films qui se passent pas de notre époque, j'ai pas du tout un choix que je fais systématiquement. Moi, je dois faire mon prochain film à notre époque, mais quand on fait un film qui se passe pas à notre époque, évidemment, ce qui met en jeu tout de suite, ce que ça met en jeu, c'est la reconstitution historique. Donc, comme tout le monde le sait, la reconstitution historique peut induire parfois un certain point d'académisme. Parce qu'on a l'impression que tout est terrible, polinaire, refait à l'identique, que chacun se promène avec son certificat d'authenticité sur lui, acteur et même compris. Et donc, l'intérêt des films de guerre itinérants, c'est que la reconstitution historique, elle explose. Puisque comme on est en pleine nature, il n'y a rien à reconstituer. Évidemment, les arbres ne sont pas des arbres d'époque, puisque les feuilles. Donc ensuite, il reste un costume, qui est le même pour tout le monde, qui est le costume de l'horizon du poilu, post-1915. Et donc, ça donne, pareil, je trouve aussi un truc où c'est beaucoup plus libre dans le rapport à la reconstitution, et même pour être plus précis, disons, ce qui est beau, je trouve, dans les films de guerre, on suit des unités qui se déplacent, qui doivent aller à la guerre plus qu'ils y sont, c'est que la guerre n'est pas un élément donné d'avance. C'est justement, le problème de l'académie, c'est que les choses sont décoratives dans l'académisme. Et la guerre, par exemple, dans un film où on est tout de suite à la guerre, elle devient un élément du décor, puisqu'elle est donnée dès le premier plan. Je veux dire, si on achète son ticket, on sait que dans 3 minutes, il va y avoir des explosions, des mecs qui se prennent des manettes dans la tête, d'autres qui agonisent, son meilleur ami qui vous lègue ses 3 derniers mots pour sa famille, etc. C'est que dans les films dont je parle, comme la guerre, on a du temps à venir. C'est qu'on n'a pas l'impression que c'est un décor de l'avance, mais plus des choses qui remontent, que peuvent remonter parfois des hantises, des souvenirs, des obsessions, des amours, etc. Ça lui donne une présence qui lui laisse le temps de reprendre quelqu'un par surprise. Moi, je pense, par exemple, dans mon film, tu as raison, que comme la guerre met énormément de temps à venir et qu'au début, on en semble très loin, mais vraiment très loin, plus que off, au moment où elle revient, eh bien, ça fait un effet de surprise. Et comme dans le film, je cherche souvent qu'il y ait des surprises par rapport au spectateur, tout simplement pour un truc de mise en scène du spectateur, enfin, de divertissement, c'est d'être surpris, d'être ému, d'être touché, d'avoir des trucs inattendus. Mais je pense que pareil, au moment où la guerre revient dans mon film, pour autant qu'elle revienne, le spectateur ne s'y attend plus, en est plus surpris, touché que si c'était donné d'avance. Ou pareil pour la violence dans le film, qui met beaucoup de temps à revenir, mais comme un moment dans une grange où elle arrive, là le spectateur s'y attend plus, et donc c'est d'autant plus bizarre, cauchemardesque, peut-être sordide ou noir. Voilà, c'est un peu le même principe pour la violence à la guerre. Je sais pas, c'est l'idée que ce ne soit pas des choses données d'avance, par des éléments de décor, mais des choses qui remontent à l'intérieur du film en prenant des chemins tellement sinueux qu'on s'y attend plus au moment où ils arrivent. On est éventuellement surpris si ça réussit. Alors, en même temps, cette troupe qui est pour point, qui va vers la guerre, en même temps, il n'y va pas, puisque justement, ce sont des déserteurs. Alors déjà, cette idée-là, elle était dès le départ présente. D'ailleurs, je me demande si c'est pas le producteur qui a eu cette idée. C'est ça qui est fou. Oui. Parce que, bon, déjà, moi, je vais faire un film sur la guerre d'Algérie au départ. Je tiens à le dire, avec la même idée. Une femme qui intègre une troupe d'hommes pour chercher son mari, mais ça aurait été le côté arabe, le côté FLN, intégralement de ce côté-là. Et pareil, les Français auraient été comme les Allemands dans mon film, c'est-à-dire des silhouettes qui passent au plus, c'est-à-dire pas des personnages, pas des corps, comme les Viettes dans Objectif Burma, qui sont comme des gens qui passent comme ça 2 secondes et puis qui n'ont jamais d'individualité, donc qui ne sont jamais des personnages. Mais ça a été impossible à faire à cause des questions de production. Parce qu'un film en langue arabe, simplement, on ne peut même pas présenter l'avance sur recette, puisqu'il faut que ça soit à 70 ou 80%, je ne sais plus le pourcentage exact de français. Puis il y a les difficultés liées à l'Algérie, tout ça. Donc ensuite, on a cherché notre guerre. 39-45, c'était exclu parce que pour moi et pour le scénariste, le rapport à la Shoah, au nazisme, etc. était tellement violent, écrasant que c'était inimaginable pour moi qu'on se permette ce que j'ai essayé de faire avec ce film, justement. C'est-à-dire ce que je disais tout à l'heure, que la guerre met du temps à revenir, qu'il y a un côté presque folâtre au début, sinon printanier, qu'on a presque l'impression d'une promenade, etc. Et bon, je trouvais les chansons, tout ça, c'était impossible. Ensuite, j'avais pas envie de remonter trop loin. Évidemment, en 1917, ce qui m'intéressait, c'était la désertion. C'était ça que ça amenait aussi en 1917. Qui est même la raison principale d'avoir choisi cette guerre, c'est la question de la désertion. Donc moi, ce que j'aime bien dans les films, c'est toujours pareil, c'est quand il y a des surprises. Donc moi, dans mon film, on ne sait pas du tout que c'est déserteur. On l'apprend au bout de 45 minutes, c'est assez tard. Évidemment, malheureusement, peut-être des gens par la presse ou d'autres le sauront. Mais pour moi, c'est important que ce soit une surprise parce que c'est toujours pareil. Je trouve que ce qui est bien, c'est que comme on s'y attend pas,
ça fait une surprise au niveau le plus basique, mais en même temps, ça éclaire rétrospectivement un certain nombre de choses qui pouvaient paraître vraiment étranges. Pourquoi est-ce qu'ils grimpent dans des arbres à un moment qu'il y a un agent de liaison français? Pourquoi est-ce qu'ils ont quand même un côté, on n'a pas l'impression qu'ils sont vraiment en route vers la guerre, ou on n'a pas l'impression de gens qui vont se battre, ils ont un côté un peu perdu, même dans ce dont ils parlent, etc. Il y a pas mal de choses qui font que cette troupe paraît pas très, je trouve, pas très militaire, disons, dans un sens classique du terme, mais pour moi c'est clair. Et puis bon, c'est plus généralement, ce que j'aime beaucoup au cinéma, c'est quand des impostures se répondent. Disons que le mensonge sexuel fondateur de l'héroïne, qui se passait par un homme, pour moi répond le mensonge sexuel militaire, le mensonge militaire fondateur des hommes, qui ne sont pas des soldats au sens qu'ils ne vont pas au front pour y combattre, mais pour fuir le front, pour fuir la France. Il y a une rencontre là. Ouais. Voilà, pour moi il y a une espèce de croisement des impostures, et surtout ce que je trouve beau dans les films, c'est un truc hyper classique, et dans les romans, c'est-à-dire l'imposture, je trouve que c'est un moteur fictionnel, parce qu'à partir du moment où on sait que quelqu'un, on apprend qu'en fait il se fait passer par quelque chose qui n'est pas, le moindre de ses actions, le moindre de ses paroles, etc. Est doublé d'une espèce de fond. Évidemment, on se dit à chaque fois, est-ce qu'il n'est pas au bord de l'aveu? Disons, pour dire les choses très simplement, pourquoi est-ce que cette troupe maintient un tel semblant de hiérarchie et un tel prestige pour le lieutenant? Si c'est juste des fuyards, il n'y a aucune raison comme ça qui garde une forme de hiérarchie interne, d'autorité. D'un coup, les choses deviennent plus mystérieuses. Même le lieutenant, moi je trouve, dans son espèce de majesté, de calme, c'est le moment où on sait que c'est juste un déserteur, ce qui d'ailleurs n'est pas crédible, parce que historiquement, je veux dire, les gradés ne désertaient pas. Et en plus, les gens ne désertaient pas par tout entière. Ça, c'est un détail. Mais moi, je trouve, tout est creusé d'un coup d'un autre. Et puis, en plus, d'un point de vue vraiment narratif, ce que j'aimais bien, c'est que c'est à partir du moment où on apprend qu'ils veulent fuir la guerre qu'en fait, la guerre va commencer à remonter. C'est pratiquement au même moment. La première scène où la guerre, pour moi, revient, c'est quand François Négrel fait le monologue pour la construction du radeau sur Solafili. Et c'est à ce moment-là, je veux dire, la scène d'après, il y a la traversée du front, la seule scène de guerre du film, la nuit. Et scène d'après, aveu de la désertion. Et ensuite, ils se font courser dans les forêts. Donc pour moi, typiquement, le film se tend à partir du moment où on apprend ça. Donc c'est presque comme si ceux qu'on apprend qu'ils voulaient éviter, c'est à ce moment-là qu'ils ne peuvent plus s'empêcher qu'ils ne peuvent plus y échapper, quoi. Que ça remonte, ça les rattrape. Et pour moi, idéalement, plus le film avance, plus il y a un côté un peu noir, un peu sombre, et justement une espèce de la guerre qui les rattrape, en fait. Pas au sens où il y aurait des soldats qui leur courraient après tout le temps pour les fusiller ou pour les mettre en prison, mais simplement que on sent de plus en plus, il me semble, une menace, une violence latente, une destruction progressive, je sais pas, un côté un peu perdu, une agressivité entre eux qu'il n'y avait pas du tout au début. Et j'aimais bien cette idée, voilà, qui est comme une espèce de balancement de vase communicant avec cette guerre qu'on apprend qu'ils veulent pas la faire, mais finalement elle remonte à ce moment-là et elle devient de plus en plus présente et tout ça, quoi. Puis bon, il y avait aussi un truc un peu, ça vient pas de moi, ça vient d'un critique de cinéma qui s'appelle Michel Delay, que j'adore, un vieux critique de cinéma des années 50, et qui a écrit un texte sur le film, et où il dit que le film parle de ceux qui se sont perdus dans les ombres de la victoire. De ceux qui se sont perdus dans les ombres de la victoire. Je trouve l'expression jolie, puis c'est vrai que, disons, les déserteurs que je filme, c'est forcément des gens qui n'ont pas pu laisser de traces dans l'histoire officielle, parce que vraiment ils ont disparu en route, quoi. Ils se sont évanouis en route, sans strip, puisqu'ils sont morts. Et donc c'est pas comme le soldat inconnu, disons, évidemment, dont on ne sait pas qui c'est, mais qui est mort au combat. Moi je trouve qu'il y a un statut assez émouvant, c'est un peu lié aussi au plan des étoiles à la fin, sur l'idée de ces gens qui sont vraiment disparus en route, ils sont venus, voilà, et dans l'histoire on ne peut regarder aucune trace. Voilà, parce qu'ils sont vraiment évanouis dans la nature, vraiment concentrés, quoi, comme si ce serait vraiment dissipé, quoi. Et il y avait aussi, peut-être, je dis pas que c'est un truc politique, je dis pas que c'est mais je trouvais ça touchant. Mais je tiens à dire que le film n'est pas un film pour moi pacifiste au sens où ça serait une manière de dire il fallait déserter en 17, etc. Non. Pour moi, la désertion d'un film, elle passe intégralement par le prisme fictionnel du soldat Philippe, parce qu'on apprend qu'ils ont déserté purement simplement quand leur gourou, entre guillemets, a été abandonné par eux et qu'ils l'ont laissé mourir. Et le film n'est jamais sur question est-ce qu'il faut ou pas déserter d'un point de vue du rapport à la guerre en général, ou du point de vue de la boucherie qu'ils ont vécu, c'est pas du tout ça. Et peut-être, moi c'est même ce que je souhaiterais, mais je suis pas sûr que ça passe, peut-être même que ce sont des lâches en fait, ou des gens faibles, peut-être que ce sont des gens qui manquaient de courage. Je veux dire, le film n'est pas fait pour leur montrer comme des gens qui ont eu une noblesse dans leur désertion. Parce que j'ai lu à l'époque de Cannes justement des critiques, et pourquoi pas, de Jean-Sébastien Chauvin ou de Antoine Debec qui faisait de mon film un film un peu politique, avec une machine de guerre anti-Sarkozy, voilà, la France des faibles, l'hommage aux faibles, etc. Mais pour moi, c'était pas si ce sont des faibles, en tout cas le film n'était pas censé dire bravo ou c'est fort, c'était la résistance, les déserteurs, c'est ceux qui ont eu le courage de dire non. Non, pour moi, dans le film, il est possible que justement ils aient manqué de courage et que voilà, c'est la faiblesse qui les a perdus, quoi. Et voilà.